Ah, Belleville, n'est-ce pas? Nous sommes présents au Festival international de l'animation d'Annecy. Mais fini de tergiverser, plongeons dans le vif du sujet. Ça va être tout noir. C'était très compliqué, je trouve. C'est un film qui était hyper confus, je trouve, dans ce qu'il voulait raconter. Il allait dans énormément de directions sans vraiment avoir un cap vraiment extrêmement clair dans ce qu'il voulait faire. Ouais, très confus en fait. C'est vraiment le mot qui ressort à la fin de la séance, c'est que on voit pas bien ce que le réel veut, où il veut aller dans ce qu'il fait en fait. Il était vraiment très intéressant, je trouve, parce que pour un film taïwanais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de retrouver ça sur les écrans. Et du coup, c'était vraiment très surprenant et très intéressant de découvrir ce film. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était très intéressant. J'ai des doutes sur le discours politique du film, mais des très bonnes idées, des fixes curieux. Et voilà, est-ce qu'on est en plein soft power chinois, je ne sais pas. Mais il y a de très belles choses. Indirectement, peut-être. Peut-être, en vrai, mais il y a de très belles choses. Big up à tous les possesseurs de poupées. Ma chérie, la poupée. Alors confus, oui peut-être. Bienvenue chez Dolly, c'est un peu comme Malice Doll. Vous savez, c'est un animé, Malice Doll, c'était un animé début 2000, un peu en 3D, fait par les gens qui étaient derrière Serial Experiments Lane. C'est pareil, c'est une histoire avec une poupée qui devient humaine, elle a des cheveux roses et tout, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle n'est pas dans un monde un peu post-apo, très mécanique, transcendantal et tout. Là, c'est juste une youtubeuse qui s'est peut-être ou peut-être pas faite cancel et elle a le pire copain du monde. Le film, c'est une petite réalisation taïwanaise indépendante. En tout cas, ça avait l'air indépendant, vu que ça avait l'air pas mal amateur sur certains aspects. Mais on sent qu'il y a de l'implication, en tout cas. Dans Dolly, les personnages sont à la recherche de reconnaissance et d'amour, une bataille entre une sorcière maternelle qui n'arrive pas à faire épanouir ses enfants et le pire petit ami des films de copains affreux. C'est peut-être ce dont le monde avait besoin pour se séparer une bonne fois pour toutes des petits copains K-pop toxiques pour retourner se dorloter vers nos vieilles sorcières de maman. Le style rotoscopé est pas ultra maîtrisé, hein. Parfois les traits du visage se téléportent d'une frame à l'autre, mais d'une certaine manière c'est les défauts du film qui ont leur petit charme quoi. Genre j'apprécie que ça va un peu à droite à gauche narrativement, que ça utilise des éléments d'horreur qui sont assez peu présents dans l'animation en général. Pour ma part, moi je vous dirais allez-y par curiosité, ça ne mange pas de pain. Qu'avez-vous pensé ? Alors j'ai été franchement impressionné par ce qu'ils ont fait, donc on a eu un peu un petit making-of. C'est un peu la version la plus animée, vraiment en termes d'esthétique de Ghost in the Shell jusqu'ici, comparé surtout à Innocence ou le film de 98 ou 95. Mais ils ont réussi à le faire quand même rentrer dans le même monde et il y a un grand travail de world design, de world building que je trouve super impressionnant et donc je vais évidemment le regarder quand il sortira. Du coup, c'était vraiment très bien, très bonne porte d'entrée, je pense, dans l'univers de Ghost in the Shell. Science Saru continue à être les cadors pour moi de l'animation japonaise actuellement. Très intéressant niveau réalisation, niveau colorimétrie aussi, des choix de couleurs complètement dingues. J'ai très hâte de voir la suite, du coup, le 7 juillet, il me semble, sur Prime Video. C'était vraiment dingue. C'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal, franchement avec le process aussi de voir les coulisses de comment ça a été réalisé et du coup de voir les 2 premiers épisodes, franchement c'était assez sympa. Et j'ai pas trop aimé les musiques mais en espérant que peut-être il y en a des meilleurs dans les épisodes d'après, mais à part ça, le reste, j'ai trouvé ça pas mal. Oh, I loved it. I mean, artistically, it's fantastic. A completely different energy from the very famous movie, but I feel like it captures the original manga much more faithfully. Yeah, it's really great. Alors, l'avant-première doublée d'une conférence making-of de The Ghost in the Shell, toute dernière et nouvelle série de Science Saru, qui use de son savoir simiesque pour faire l'animé de 2026 le plus années 80 possible. L'objectif était clair et accompli, réaliser l'opus de The Ghost in the Shell le plus proche que possible du manga, et servir ainsi de nouvelles portes d'entrée à un monument de l'animation. Alors il y en a beaucoup qui n'ont pas trop vu venir le style outrageusement expressif, très animé manga rétro,
qui est très proche du style original de Masamune Shirow. On n'avait pas vu quelque chose comme ça en animation depuis le jeu PS1 de Ghost in the Shell, Black Magic et Dominion Police, quoi. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ces 2 premiers épisodes, c'est que ça reste quand même assez concis, hein. Ceux qui ont lu le manga, ils savent qu'il y a quand même de gros pâtés de texte, que c'est beaucoup de jargon technique pour savoir comment telle technologie fonctionne ou pas. Et là, je trouve qu'on avait quand même une certaine adrénaline pour passer d'une scène à une autre en restant très lisible, très compréhensible, très engageant. Juste avant la diffusion des 2 premiers épisodes, on a vu un peu l'envers du décor, on nous a montré beaucoup de modèles sheets, leurs recherches, comment ils s'y sont pris avec tout ce qui était recherche de la couleur, des costumes en particulier, parce que les personnages changent beaucoup de costumes dans le manga. En tout cas, ça donne vraiment un côté très tangible, très analogue, un peu crado, qui essaye d'imiter un futur tel qu'il était perçu dans les années 80. Par contre, c'est vrai que niveau soundtrack, c'était pas encore au niveau de Stand-Alone Complex et encore moins Kenji Kawai. Surtout le choix surprenant d'OST un peu jazzy pour le début ou certaines scènes d'action. Ça m'étonne pas mal parce que la musique du trailer était largement meilleure que ce qu'on a eu pour l'instant. Et bon, après, je laisse les épisodes suivants me faire changer d'avis. En tout cas, j'ai très hâte de me prolonger corps et âme dans un animé à forte adrénaline qui rend ses lettres de noblesse à un pilier de la science-fiction. Honnêtement, c'est un contender pour animé de l'année et croyez-moi, en 2026, il y a de la compétition. Une de mes plus grosses attentes du festival, et je ne suis pas déçu. Dernier film d'Alberto Vasquez, Decorado répondra aux attentes de tous les chômeurs, anxieux, dépressifs et complotistes du dimanche. Le film agit comme une allégorie de la dépression et d'une crise de couple. Le héros, il se sent épié, il se sent prisonnier. Fait-il partie d'un décor, d'une mise en scène grotesque où il est obligé de jouer un rôle qu'il ne veut pas jouer? Lui et sa femme trouveront-ils, oui ou non, un échappatoire? Bon, pour ceux qui ont l'habitude de Vasquez, il est un tout petit peu plus marrant dans celui-là. On retrouve ce petit ton satirique qui était déjà présent dans ses précédents films. Je veux dire, il y a un perso, il s'appelle Crazy Poulet, il bouffe au KFC, et il y a une parodie de Donald Duck en artiste raté, vous verrez. Mais tout ça, ça n'empêche pas le film de véhiculer des idées noires, très noires même. Si vous souffrez d'une dépression, le film, il veut pas vous aider. Sur la forme, c'est un peu comme The Wicker Man et Truman Show, mais avec un voile pseudo-fantasmagorique où il faut chercher du sens, où je me dis que je peux pas être très équitable avec le film tant que je le revois pas au moins une autre fois, quoi. J'ai honnêtement préféré Decorado à Psychonautas, mais je lui préfère encore largement Unicorn Wars. Ah, si vous pouvez soutenir le film, faites-le, mais je pense que ça dépendra vraiment des sensibilités de chacun. Alors, ce fils de pute? C'était hyper drôle, c'était hyper touchant, la musique était super, c'était tout trop bien. Genre t'as vraiment ce côté un peu rêve fiévreux où tu rencontres que des personnes hyper bizarres sur la route. Et très beau film aussi sur la quête d'identité, je trouve, où le perso est un peu paumé, il cherche son père parce qu'il en a marre d'être juste le fils de pute et rien d'autre. Et que tout le monde le définit comme le fils de un peu la pute du village. Et il en peut plus de ça. Juste sa mère qui est trop mimoune et qui lui parle du fait qu'il a juste besoin d'écrire sa propre histoire. Et c'était mignon. Il est vraiment bien perché comme il faut. Franchement, j'ai pas regretté d'être venu le voir parce que ça m'a fait rire le titre. Franchement, c'était un pur banger. Le film est très bien barré. Et ouais, c'est belle surprise. Você não sabe a vergonha que é ser filho de uma puta. E ainda da puta mais famosa da cidade. Ce fils de pute, il sait tout faire. Quand on voit le fils de pute dans la rue, on lui dit « Hé, fils de pute, répare ma radio. Hé, fils de pute, y a plus de lumière chez moi. J'ai mal au dos, fils de pute. » Donc l'enfant de putain, il en a marre, il dit nique sa mère, et ce fils de pute, il part à l'aventure. Il part à la recherche de son père comme le capitaine Nemo cherche Moby Dick, et en ce faisant, il abandonne sa mère en lui parlant comme de la merde parce qu'il a un comportement de fils de pute avec son chien qui parle. Dans son épopée, le fils de pute rencontre d'autres fils de pute. Ça devient un feuilleton où enculé haut en couleur et fils de pute s'entrechoquent. Et c'est pas parce que notre héros est le fils d'une pute que c'est un fils de pute. Le film, il pose les vraies questions. Est-ce que au fond, il n'y aurait pas un fils de pute en chacun de nous? Que ce n'est pas la pute qui fait le fils de pute, mais le baiser de pute qui fait le plus gros fils de pute. Ça a été une de mes meilleures putains de séances et j'espère le revoir très bientôt. Alors, nous sortons tout juste de Rock Trooper, qu'en avez-vous pensé? Franchement, c'était super. Visuellement,
impressionnant sur les plans, les très grands plans d'ensemble où les personnages sont tout petits, qui donnent vraiment un truc de gigantisme. Puis c'est un film qui est très fun, un peu long, et aussi des scènes de tension assez folles qui m'ont rappelé les meilleures scènes de Full Metal Jacket. L'univers est très cool, les persos sont grave attachants, c'est top. Eh ben, j'ai bien aimé, c'était une bonne découverte, c'était pas un film auquel je m'attendais en fait, vraiment une bonne découverte du festival. Alors bon, il était vendu comme une comédie de guerre drôle. Alors j'ai bien aimé les personnages, mais j'ai eu un peu de mal sur l'humour. Mais je pense qu'il passe très bien, la technique est vraiment très impressionnante, l'histoire est intéressante, je me suis pas ennuyée, c'est un bon point. Je me suis pas endormie vu l'heure, c'est vraiment un bon point, donc allez le voir, allez le découvrir au festival. Alors, Rock Trooper, j'y suis allé un peu à l'aveugle. Je connaissais cette BD ni d'Ève ni d'Adam. Autant dire, c'était un sacré gros pâté de 2 heures que nous a lâché Duncan Jones, un réal tout choisi pour faire de la SF épique en mocap, après avoir réalisé World of Warcraft et Moon. On y suit une troupe de soldats génétiquement modifiés et techniquement immortels. À chaque fois qu'ils tombent en combat, on peut récupérer leurs puces et les mettre dans de nouveaux corps. Une guerre de sécession où les fantassins se battent pour l'éternité sur une planète qui n'en vaut pas la peine. Plus que le reste, ce sont les personnages qui m'ont le plus marqué. Aussi bien les GI que leurs antagonistes. Au début du film, on suit une escouade de mecs bleus qui sont appelés par leur nombre, ils sont assez indifférenciables. Et c'est vraiment à partir du moment où les soldats deviennent littéralement des objets que leurs personnalités prennent vraiment le dessus. Maintenant, ils ont des noms, un but, ils sont marrants et ils ont surtout beaucoup de charme. Niveau sound design, c'était époustouflant aussi. Genre, je me rappelle pas d'une séance de cinéma où le bruit des canons me donnait un sentiment de puissance aussi grand, quoi. Même si j'étais pas entièrement convaincu par la mocap au début, je vous avoue parfois ça fait un peu cinématique PS4, surtout dans les scènes de combat. Je vous assure que c'est un vrai objet de cinéma qui joue vraiment super bien avec les échelles et le gigantisme. Pour ma part, c'était une excellente surprise et le film semble devenir meilleur dans ma tête au fur et à mesure que j'y repense. J'ai beaucoup pleuré. Non, en vrai, il est super le film parce qu'il est pas vraiment triste, même si le sujet est dur, il reste joyeux et beau. Mais j'avoue, ça donne vachement d'émotion, vraiment. Non, vraiment, il était magnifique. Allez le voir, vraiment. I am devastated. I read the graphic novel years ago and it stayed with me and the film did a beautiful job. So highly recommend if you want to cry really hard. Alors je crois que j'ai oublié de lire le synopsis parce que je me suis fait surprendre par la deuxième partie du film. Au début, c'était juste une histoire de gamin américain, puis quand la deuxième partie est arrivée, ça m'a surpris. Voilà. En soi, je ne l'ai pas détesté, c'est un film très sympa, mais j'ai pas vu d'originalité incroyable et j'ai pas été fortement touché par la manière dont c'était présenté. Donc moi, j'ai pas non plus félicité le film, c'est pas un film dont je me souviendrai pendant très longtemps. Le chagrin vient par vagues. La seule chose à faire, c'est de continuer à surfer. Quelques années après Ride the Wave, je me retrouve encore à nouveau à Bonlieu pour voir un film d'animation sur un couple de surfeurs que même la mort ne pourra pas séparer. Adapté de la BD du même nom, In Waves était pour moi un moment sympathique, quelque peu émouvant, mais qui ne m'a pas non plus submergé d'émotions. Vous ne le verrez peut-être pas venir sous ces aspects de teenage movie qui sointent l'américain des quartiers pavillonnaires, mais nous sommes face à un nouveau film tire-larme qui sera super dur d'en dire du mal parce qu'il y a de vrais gens qui sont morts et que la démarche est quand même super honorable. Je regrette seulement une vision filtre rose bonbon où la relation n'a jamais le moindre battement d'aile, où tout le monde a toujours été irréprochable au point où les personnages, à force de chercher notre empathie, deviennent assez unidimensionnels. Ce qui est terrible de la part de personnes réelles qui ont vraiment existé, quoi. Pourtant, c'est difficile de cracher dans la soupe, c'est plutôt bien réalisé. C'est on ne peut plus sincère et louable comme démarche. Mais je suis bien d'accord avec le festivalier qui me précède, je ne pense pas que ce sera un film très mémorable. C'était vraiment super, franchement, rien que l'histoire était hyper touchante et j'ai bien aimé les petits refs à chaque fois, tout l'univers queer, c'était quand même un peu drôle aussi, donc ça faisait un bon équilibre je trouve. Oh my god, it was such a beautiful movie and I loved the part where she really went into her mind, like the anxiety that you could see that comes up with a disease like Alzheimer's. It was beautiful and I definitely cried. Yeah, me too, yeah, me too. Yeah. Ce film
incroyable, je suis émue, c'est émotion totale, 100, 200, 500%, à voir absolument, un bijou de l'animation. Merci. Je l'avoue, j'ai craqué. Quand elle a chié dans son froc, j'ai pleuré. Pour l'avoir vu juste après In Waves, c'est le jour et la nuit. Tout comme le film précédent, c'est un film biographique qui relate à sa manière la mémoire d'un proche atteint d'une maladie mortelle et incurable. Et la notion de mémoire est d'autant plus forte car ici, c'est d'Alzheimer qu'on parle. Une maladie qui emporte vos proches jusqu'à leur identité et leur mémoire. Au cœur du récit, on a ce lien inébranlable entre la mère et sa fille. Une fille qui grandit dans les 90s, dans les milieux queer, alt et artistiques, qui jongle entre sa vie sentimentale, ses aspirations, ses angoisses familiales. C'est raconté de façon très originale et personnelle. Dès l'intro, Sarah nous partage son point de vue et raconte comment elle, et elle seulement, se remémore ces événements. Les séquences et la narration suivent les émotions et les épreuves de son personnage principal. Elle n'a pas honte de montrer ses propres erreurs, sur ses relations tumultueuses avec sa sœur par exemple. Bref, Tangles n'a pas peur de taper là où ça fait mal, là où ça tâche, et nous implique pieds joints dans un drame familial auquel tout le monde, vous et moi, pouvons faire face. Clairement, pour moi, un des meilleurs films de la sélection. Foncez. Alors je l'attendais depuis assez longtemps, ça a clairement répondu à mes attentes, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages, c'était drôle, c'était touchant. C'était très joli aussi, le style est à la fois extrêmement simple mais extrêmement efficace. Mon film préféré depuis que je suis ici. Le Corset c'est incroyable, pour l'instant une des meilleures séances depuis le début du festival. C'est extrêmement touchant, extrêmement émouvant, voilà, c'est une histoire magnifique, qu'on sent le vécu du réalisateur dedans. La salle était très belle aussi, vraiment l'engouement du public à la fin. On a eu une standing ovation, la première que j'ai vécue personnellement, c'était vraiment une super séance. C'était génial, très émouvant, ouais, très émouvant. J'ai failli pleurer, mais c'était trop bien. Moi j'ai été fort touchée, je vous recommande d'aller le voir. C'est donc ça, la France de François Ruffin. Une France des bourgs, pas des tours, des agriculteurs qui galèrent, un gosse maltraité par son père, ça sait pas se tenir debout, et la ferme se prend le chou. Le Corset, c'est un portrait de France rurale à travers les yeux d'un enfant. Imagine que ta famille est trop dans la dèche pour accorder une quelconque valeur à tes envies, tes passions ou tes émotions. Tout comme la colonne vertébrale du jeune garçon, la famille ne tient pas debout. Compressé par les dettes, un père colérique, irresponsable et incapable d'exprimer ses émotions, même que le gosse a besoin des daronneries d'Alexandre Astier pour combler son vide paternel. J'ai éprouvé énormément d'empathie à cet enfant à qui on demande de se tenir droit dans un monde complètement tordu. Visuellement, le Corset vole très haut. Je pense surtout à une scène de baiser et d'ouragan de Stéphanie de Monaco à voir absolument en grande salle. Malgré tout le manque de sommeil et le ratio temps libre séance, moi je suis bien resté debout pour le Corset et je n'ai pas eu besoin de corser le café. Bon, on va faire court, ça puait sa mère. C'était moche, sans tempo, sous-titres illisibles. Et son plus grand crime, c'était que c'était pas drôle quoi. Au bout de 10 minutes, on n'en pouvait plus et on s'est barré. Le film, c'était de l'humour absurde mais très drôle, c'est vraiment mon type d'humour. Il y avait des chouettes messages dedans, donc il y avait des côtés sérieux, des côtés très drôles et énormément de références à la pop culture que j'ai trouvé très cool. J'ai aussi vu qu'il y avait des contributeurs, par exemple Kickstarter je crois, des choses comme ça, qui étaient des background characters et je trouve ça très gentil de la part des créateurs d'avoir fait ça, c'est une petite attention très mignonne je trouve. Ok, alors c'est pas du tout mon style de film, alors j'avais vu Jim Queen il y a pas longtemps là en avant-première, alors moi j'avais bien aimé Jim Queen pour le coup. Peut-être c'est pas le même budget déjà, l'animation en fait elle dépend beaucoup en qualité, je trouve que les combats ils étaient intéressants, enfin franchement je trouve que ça allait. Mais par contre en fait parfois j'ai l'impression que c'était un peu cheap, parfois on dirait que le budget il était mis à la fois dans l'arrière-plan, à la fois dans l'avant-plan, donc c'était un peu étrange. Et sinon l'histoire un peu trop cucu à mon goût, mais c'est intéressant. Le discours sur la transidentité c'est toujours intéressant, mais là peut-être c'était un peu trop cucu à mon goût. Pas du tout ce que je pensais, mais c'était trop bien. C'était super rigolo. Fallait rien prendre au sérieux et honnêtement c'est une histoire basique mais très sympa à regarder,
à voir. On peut voir directement l'humour des personnes qui ont travaillé sur le film. C'était cool. Un coiffeur gay du fin fond des Philippines avale un gros machin rose de l'espace et se transforme en Zaturna, super-héroïne aux muscles glamour, prête à sauver sa communauté et à se rapprocher des gros bras huileux de Dodong, le vendeur de saucisses juste en face du salon. Globalement, c'est moins beau et moins inspiré qu'un épisode des Totally Spies. Certains gags, surtout au début, sont un peu lourdingues et je trouve que les séquences de flashbacks traumatiques sont assez ratées et une certaine dissonance émotionnelle à ces moments-là. La réalisation a été faite avec 3 bouts de ficelle, du scotch et un animateur exécutif en PowerPoint. Le film ressemble à une web-série indé du tiers-monde faite avec les moyens du bord, compilée en un film, et c'est plus ou moins ce que c'est. Et c'est justement ce côté do-it-yourself qui tisse au fur et à mesure son charme. Voilà, c'est léger, il y a des références internet, un Giorno Giovanna qu'on peut pas louper. Ça se prend pas la tête plus que ça. Est-ce que j'ai raison, la miss ? Évidemment que oui. Au début, j'ai dû me forcer avant d'adhérer au délire. Je sais pas si vous vous rappelez du trailer avec le Pinocchio qui parle comme une diva. Father, when can I leave to be on my own? I've got the whole world to see. Mais imaginez tous les personnages qui parlent comme ça tout le temps avec un accent philippin à couper au couteau. This is called destiny. The universe chose you. Aussi, dès l'introduction des méchantes qui ont de très loin les meilleurs designs du film, ça devient un peu plus plaisant. Apparemment, le film serait adapté d'un comics qui est sorti en 2002 et qui abordait déjà des thèmes qui sont beaucoup mieux compris aujourd'hui, avec un héros queer qui dans sa transformation de super-héroïne transitionne de genre. Si on reste objectif, c'était pas fabuleux, mais bon enfant et honnête. Pour une aube nouvelle, j'ai dû partir avant la fin. Alors il y a une règle dans la billetterie d'Annecy qui fait qu'il faut vraiment pas rigoler sur les horaires lorsqu'on se présente pour une séance. Et si j'étais resté jusqu'au bout, j'aurais dépassé ces délais-là pour la séance suivante. Donc j'aurais raté une séance très importante. Donc considérez cet avis à chaud comme incomplet et à prendre avec d'énormes pincettes. Une aube nouvelle, c'est la réalisation de Yoshitoshi Shinomiya, un artiste peintre spécialisé dans les arrière-plans de films d'animation. Vous l'avez vu chez Makoto Shinkai ou encore chez Pokémon. Dans une aube nouvelle, on suit un trio d'adolescents artificiels qui, séparés par le temps et l'urbanisation, finissent par se retrouver et relancer leur projet inachevé de feu d'artifice. Un sujet peu commun dans les animés, mais rendu assez inintéressant par les personnages. Les décors, selon le réalisateur, sont des miroirs des états psychologiques des personnages. Mais à l'exception d'un seul membre du trio, ils ont l'air assez peu perturbés par les événements en vrai. J'ai envie de soutenir Miyu Productions, mais pour en avoir vu 90% sans retenir grand chose, ce sera sans doute la dernière de mes priorités. C'était vraiment génial. L'animation elle est folle, c'est hyper fluide, c'est hyper beau, c'est hyper coloré, c'est chaleureux. L'histoire est triste mais connue. Et l'interprétation avec Camélia Jordana, c'était assez impressionnant. Et c'est vraiment un super moment, incroyable. Un film extraordinaire, déjà par les couleurs, l'animation, la vivacité de tout le scénario. Enfin franchement, il y a 150%, c'est extraordinaire. Vraiment, vraiment. Et autour, il y a d'autres films extraordinaires, mais lui c'est incroyable, incroyable. C'est un très très beau film qu'il faut absolument aller voir. Voilà. Donc c'était incroyable et bravo aux équipes. Et que vive Carmen! Oui! Que Carmen vive! Prends garde à toi, Carmen de Lodenbach, car si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Après La jeune fille sans main et Linda veut du poulet, la fine équipe est de retour pour une réadaptation originale et féministe de Carmen. Ici, on suit des personnages extérieurs à l'intrigue originale, des enfants qui, suite à une prophétie, tentent de déjouer le destin, de modifier l'histoire de Carmen de Mérimée. Mais pour ma part, c'est peut-être là le bémol du film. Ces nouveaux personnages principaux sont beaucoup moins intéressants que ceux de la pièce, qui eux-mêmes sont assez peu présents dans le film, et surtout Carmen. Je sais que ça accompagne un discours générationnel, de croire que la jeunesse peut changer les choses, mais même sans me souvenir de l'opéra de Bizet, je ressors de Carmen l'oiseau rebelle avec une impression et des émotions beaucoup moins prononcées. Et c'est dommage car j'avais adoré les personnages de Linda veut du poulet, et j'avais ressenti un torrent d'émotions sur La jeune fille sans main qui reste pour moi un chef-d'œuvre de l'animation. Carmen n'en est pas un. C'est un bon film, mais pas un chef-d'œuvre. On retrouve le leitmotiv musical de Bizet tout au long du film, et la patte graphique en esquisse de Lodenbach nous fait ressentir toute la chaleur hispanique de ces villes. Où était-ce la canicule que même la climatisation de Bonlieu ne pouvait arrêter? Je vous le recommande quand même si j'ai l'air de beaucoup me plaindre. Cette adaptation de Carmen est des plus actuelles. Je suis sûr et certain qu'elle est calibrée pour être incluse dans les cursus scolaires des mômes d'aujourd'hui. Un récit classique, aux valeurs actuelles, et pourtant c'est loin de plaire aux réacs.
Le vieux bonhomme à côté de moi, il soufflait à chaque moment de sororité, donc rien que pour ça, Carmen, je t'aime. Nous sortons tout juste de Lucy Lost, qu'en avez-vous pensé? Vous avez l'air pas mal ému. Bah j'ai pleuré. Au début je me suis dit ok, j'ai du mal à savoir où ça va exactement. Et à un moment ça t'attrape et ça te lâche pas. Ouh là là, oh, non c'est très très fort. Bravo, c'est très fort. Je viens de voir Lucy Lost et ça m'a beaucoup touchée. Je pensais pas que ça me ferait pleurer, mais toutes les filles à côté de moi le pleuraient aussi, donc voilà. Très très beau, je vous conseille. Graphiquement, il est magnifique. L'histoire est tout incroyable, vraiment. Je pense qu'on est beaucoup à avoir pleuré. Non, en vrai, il est très touchant, il est super. Rien à dire, je pense que c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu à Annecy cette année. C'était un film vraiment extraordinaire, très émouvant. J'ai beaucoup aimé l'animation et ce jeu entre les deux personnages qui est tout simplement génial et c'est vraiment très émouvant. Lucie, t'as encore fait un rêve. Lucy Lost, une jeune fille aux cheveux argentés qui parle toute seule et des villageois qui se demandent si c'est une boche ou, comme on dit dans le sud, une botche. Située dans un archipel anglais en pleine guerre mondiale, Lucy est une fille mystérieuse qui ignore d'où elle vient et qui attise la méfiance des ignorants. Et c'est très difficile d'avoir à parler des forces du film ou de son postulat sans avoir à tout spoiler de A à Z. Disons que l'un des points qui m'a le plus marqué, c'est la manière intelligente de rétracter l'aspect surnaturel du récit. Le conflit principal du film vient des zones d'ombre. Lucy est un mystère, y compris pour elle-même. Elle devient donc ce que les gens qui ne la connaissent pas pensent qu'elle doit être. Lucy est aussi une fille super attachante et super adorable et c'est insupportable de la voir se faire harceler par tous les villageois ou même Jerry de Totally Spies qui sert de prof de primaire. Et le pire c'est qu'il déteste presque autant les Allemands que moi. En même temps vous verrez que l'art style du film il est assez Y2K, très proche des dessins animés français des années 2000 qui avaient des inspirations un peu animés japonais genre Martin Mystère et compagnie quoi. Si vous aussi vous avez déjà été le gamin bizarre de la cour de récré, vous aurez profondément envie de porter secours à cette Lucy. Pour moi une très bonne surprise sur laquelle je n'attendais absolument rien et mieux vaut y aller comme moi sans rien savoir au préalable. Alors, qu'avez-vous pensé de Mouilly ? C'était cool, j'ai bien aimé. J'ai pas trop compris à des moments donnés, la timeline elle était un peu... ça allait un peu dans tous les sens, mais globalement j'ai bien aimé ce que ça racontait. Et l'animation était très belle, la musique aussi. Hi, I really loved the movie and especially coming from like a Chinese heritage, I really love like the references and all like the stylistic choices, especially when the movie went back in time and all the fire and all the sounds. I feel it was just really well done. Yes. C'était super joli, très belle exécution en termes d'animation et une histoire charmante à découvrir qui fait hommage du coup aux femmes et comme Julian Cheng le dit, à nos mères. Mouilly est le premier long métrage du super studio français La Cachette, un studio qui éblouit nos mirettes depuis maintenant quelques années, que ce soit pour des commandes ou des productions étrangères allant de Primal à Star Wars Vision. Un petit pas pour La Cachette, un grand pas pour l'animation. L'histoire nous emmène en Chine contemporaine où Mouilly, jeune fille d'un village isolé du monde et habité uniquement par des femmes, cherche à saisir une opportunité pour une vie meilleure. Elle n'a pas un sou en poche et n'a que faire des traditions de son village. Mais son destin va changer lorsqu'elle rencontrera une troupe de théâtre itinérante à la recherche du trésor caché du beau général. Dans son premier acte, le film nous dit qu'il y a toujours une part de vérité et de mensonge dans les légendes. Et dans Mouilly, la part de vérité est plus merveilleuse encore que la légende préexistante. Tout comme dans Carmen, le féminisme est une thématique forte de Mouilly et raconte comment les femmes et leur village sont effacés de l'histoire. Je n'arrivais pas à prédire où le film allait m'emmener. Lorsqu'on se rapprochait de la fin, j'étais persuadé d'en être au milieu. Et honnêtement, je ne sais pas si ça en devient un défaut. Graphiquement, c'est impeccable. C'est La Cachette avec l'ambition de reprendre l'esthétique des estampes chinoises sans pour autant s'empêcher des déplacements ingénieux dans l'espace comme dans le temps. J'ai passé une super séance, mais je pense que le studio n'a pas encore atteint son plein potentiel. J'y retourne en janvier pour sûr, et vous devriez aussi. Alors moi de base j'aime trop les Magical Girls, du coup c'était mon terrain. J'ai trouvé ça super sympa. On dirait un peu un découpage de série mais je saurais pas dire. C'était un très très bel hommage à Princess Knight de Osamu Tezuka.
j'ai trouvé vraiment cool et vraiment beau. Franchement, je reco de ouf. Oubliable. D'ailleurs, ça sert à rien de connaître l'œuvre originale, hein. C'est vraiment un recollage à l'arrache. J'ai beaucoup aimé l'animation 2D. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'était les créatures qui étaient vraiment full 3D. Elles n'étaient pas assez incrustées dans l'univers, ce qui rendait un aspect un peu bizarre, étrange. Au niveau du un peu Magical Girl, l'univers Magical Girl, ça j'ai aimé. Mais après, c'était au niveau un peu du scénario parfois qui était un peu complexe. Et aussi du coup de l'animation 3D, mais sinon je trouve que c'est un bon point au niveau de l'animation et de l'univers un peu fantastique. Ribbon no Kishi, Sanjo. C'était quoi ce bordel? Alors j'ai jamais vu ou lu Princesse Saphir, mais ça m'étonnerait beaucoup que ce soit des histoires sur des léviathans d'autres dimensions contre des cavaliers du futur. C'était de la surstimulation de stéréotypes d'animé pendant plus de 2 heures. Je n'ai éprouvé aucune émotion pour les personnages, mais au bout du 4e acte sur le 8e, j'ai fini par passer outre et mettre mon cerveau en stand-by. Après, on peut pas enlever que le film est généreux autant sur la soundtrack que dans son imagerie. Si c'était un clip sans dialogue, j'aurais certainement beaucoup plus apprécié. Graphiquement, c'est très propre, j'ai beaucoup aimé le combat final avec des bruits et des animations de cartoon. Et dans l'ensemble, ça ressemble pas mal aux petits projets de Trigger comme Gridman. Mais de loin, les séquences que j'ai le plus appréciées, c'est celles de Gekidan Inukuri. Il y en avait plusieurs dans le film, et j'ai fait une vidéo sur laquelle vous pouvez vous référencer. Mon bilan, c'est que ce n'est pas un film à mettre entre toutes les mains, mis à part peut-être les otaku les plus acharnés. Je n'ai jamais joué à Sekiro, mais je suis battu à plate couture par Sekiro No Defeat, une adaptation de jeu vidéo qui va bien plus loin que re-raconter des cinématiques sans réfléchir à son format. Juste avant la séance, le metteur en scène nous a passionnément énuméré ses inspirations, notamment Mamoru Oshii et Tarkovsky, dont l'empreinte est immanquable dans Sekiro. De la longueur des plans panoramiques au silence ambiant, jusqu'à des répliques copier-coller de plans de The Ghost in the Shell, c'est ultra violent, les personnages sont maudits par leurs conditions, et le film n'avait aucun droit d'être aussi ambitieux et osé, une tuerie. Dernière séance du festival pour moi. Quelle séance! Si je l'avais vu avant, je l'aurais propulsé en première place de mes coups de cœur et j'aurais voté pour lui. We Are Aliens, c'est un récit diptyque sur 2 amis d'enfance qui deviennent tout l'inverse. L'un se souvient du passé avec une sorte de honte nostalgique et le second est complètement hanté par son passé. C'est un récit d'haine et d'amitié qui passe de l'enfance à l'âge adulte. Le style graphique prend aux tripes et me rappelle énormément le style de Daisuke Igarashi et surtout Sujo Oshimi. Par pitié, qu'on donne une adaptation des Liens du sang à cette équipe. J'en perds mes mots, hein. C'était magnifique, bouleversant, je me suis fait avoir à la toute fin, mes yeux ont fini par voir flou. Un chef-d'œuvre, et je pèse mes mots, si vous devez en voir qu'un seul, c'est celui-là. Annecy, ça a aussi été l'occasion d'assister à des séances exclusives, que ce soit des annonces, des conférences et des making-of. Ma première conférence était celle du studio Hardman, un nom désormais synonyme avec la stop motion. Une rétrospective des 50 ans du studio et une ouverture digne de ce nom au festival, car Hardman nous a fait le plaisir de réaliser le générique annuel de cette édition d'Annecy. On nous a montré un nouvel extrait de Shaun le Mouton aux influences horreur série Z, mais de très loin, l'annonce qui nous a le plus défrisé, c'était la série Palartichaut. On a vu des essais d'animation et même un extrait très prometteur. Et malgré les gros sabots des exécutifs de Nintendo, la série préservera son ADN Hardman. Alors on n'avait pas le droit de prendre des photos, mais on a vu un Pichou sur grand écran avec des grosses dents faire le geste de Wallace. Le jeudi, ça a été un sacré enchaînement de conférences. Tout d'abord avec la projection en avant-première de la saison 15 des Rois du Texas, avec une interview doublée d'une rétrospective de Mike Judge. Suivi juste après d'une grande conférence Netflix Animation, où on a eu les premières images, pitch et extraits de Ghostbusters Night Shift, le teaser de The One Piece et le work in progress de Charlie contre la chocolaterie. Aucun de ces projets ne m'a vendu du rêve, peut-être un minimum de curiosité pour SOS Fantôme, mais le point d'orgue de la conférence, c'était l'entrevue et les extraits exclusifs du dernier bébé de Brad Bird, Reagan. On nous a montré 2 séquences, avec une scène où un vendeur d'armes atomise son neveu et une séquence d'intro de 7 minutes. Reagan est de très loin ce que j'ai préféré voir dans tout le festival. Ce sera un film noir de science-fiction, un mélange entre le Faucon Maltais et Buck Rogers. J'ai eu l'impression de retrouver le Brad Bird du Géant de Fer et des Indestructibles, après un Indestructible 2 qui semblait avoir perdu de son zèle. Reagan fuse de bonnes idées à chaque seconde. L'animation, la dynamique entre les personnages, c'est comme un jeu
jeu de balle où le film jongle avec notre attention. Sans parler de la musique et des designs ultra expressifs, c'était exceptionnel. Brad Bird nous a expliqué en personne que le projet lui était venu après s'être mal rappelé du thème de Peter Gunn, et que le script traînait dans les cartons de la Warner depuis au moins 30 ans. Il nous a aussi partagé sa philosophie d'animation, ce qui la différencie fondamentalement du live action, sa capacité à se transformer d'une émotion à une autre par la caricature, ou encore les avantages et désavantages de la 3D. Tout porte à croire que la matière grise que nous a pondue Les Indestructibles est intacte et que Reagan a le potentiel d'être un très grand film. J'ai aussi assisté au work in progress de Bahubali The Eternal War, un projet ultra ambitieux pour lequel j'ai très hâte, et qui a des chances d'être le film d'animation le plus épique de tous les temps. Alors pour les curieux, j'ai fait un live avec Paf, je vous encourage à voir la rediff sur sa chaîne pour avoir un retour complet de ce qu'on a eu. Et enfin, à la nouvelle cité de l'animation, j'ai assisté à la conférence Wildwood en présence de Travis Knight. On a eu droit à un tote bag offert, aux coulisses de la production, des extraits pas finis du tout, alors que le film sort tout de même très bientôt. Laika ne m'a presque jamais déçu, mais il y a toujours le risque de voler trop proche du soleil. Wildwood sera plus ambitieux encore que les précédentes réalisations de Laika. On passe d'une maison avec Coraline, à une ville avec Norman, à un pays avec Kubo, à une aventure sur plusieurs mondes avec Prue. Des mondes qu'il faut construire à la main et faire coexister avec des personnages et des créatures. Et ces créatures, ça peut être un oiseau géant avec des centaines de plumes individuelles à animer, ou le Unipiper de Portland, un vrai mec en monocycle masque Dark Vador qui joue du Star Wars en cornemuse. Juste à côté de l'événement, on pouvait jeter un œil aux véritables maquettes du film à l'exposition Wildwood, dont vous voyez sûrement quelques images. Avant de finir, pour récapituler, mon top des séances, ce serait en 16ème place le festival sportif des salariés, 15 Bienvenue chez Dolly, 14 Une aube nouvelle, 13 Zaza Tourna, 12 L'héroïne au ruban, 11 In Waves, 10 Carmen l'oiseau rebelle, 9 Mouilly la légende du village des femmes, 8 Decorado, 7 Lucy Lost, 6 Le Corset, 5 Sekiro No Defeat, 4 Rock Trooper, 3 Tangles, 2 Le fils de pute, et en première place We Are Aliens et les 7 premières minutes de Reagan. Entre les dédicaces de Moko-chan, Mike Judge, Bill Plimpton, le salon du MIFA, les sandwichs savoyards, les baignades et l'immensité de la programmation sur toute la ville, j'ai rarement autant eu à faire le marathon à Annecy. Il y avait tellement à faire que je n'ai pas pu assez profiter, ou peut-être ai-je trop profité pour prendre suffisamment mon temps avec les nombreuses personnes que j'ai croisées. Je tiens à remercier Gimme, Paf, Nino, Mel et Leander pour leur aide précieuse. Je remercie surtout Sitia et le festival d'Annecy de m'avoir à nouveau fait confiance pour bénéficier du passe-presse. Ça va être ma 5e fois au Festival International de l'Animation, et à chaque fois que j'y vais, je passe une semaine fabuleuse. Bref, Annecy, je t'adore, et je compte bien revenir pour les prochaines éditions.